pense que j'ai beaucoup de contenu à vous présenter aujourd'hui, fait que je vais parler vite. Soyez prêts. Je vais passer peut-être rapidement au début, surtout que M. Baillargeon a donné quand même de l'information sur l'enquête. Donc, je vais y aller très rapidement, là, contexte et objectif, et ensuite, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc les faits saillants qui sont tirés du rapport, donc toutes sortes de sujets que vous voyez à l'écran. Et si j'ai le temps, je l'espère, ça va être de vous présenter quelques résultats là, pour certains groupes de parents. Donc, contexte, financé par le ministère de la Famille, l'objectif, c'est de tracer un portrait de certains aspects de la vie des parents et de les mettre en relation là, pour mieux comprendre ce que vivent les parents. C'est une enquête qui fournit des résultats qui sont représentatifs pour les régions administratives, pour les pères, pour les mères, ainsi que les parents qui vivent dans un contexte de défavorisation. C'est une enquête qui devrait être répétée aux 5 ans. Là. Ça va nous permettre de suivre l'évolution de la situation des parents au Québec. Je passe rapidement sur le cadre conceptuel. Donc, essentiellement, la parentalité, c'est un concept qui est multidimensionnel et au centre, on retrouve 3 principales composantes, dont l'expérience parentale, et c'est vraiment ça qui nous intéresse là, dans cette enquête-là. Et évidemment, il y a une foule de facteurs, de composantes là, qui peuvent influencer la parentalité, qui vont des caractéristiques des parents, des enfants, le travail, la relation avec le conjoint, la relation avec l'entourage et d'autres facteurs. Si vous êtes intéressé, allez lire l'introduction du rapport. J'ai pas le temps d'aller plus loin. Principaux aspects méthodologiques. Donc, l'enquête porte sur les parents qui ont au moins un enfant de 6 mois à 17 ans, qui vit au moins 14 du temps avec eux. Donc, 14 du temps, ça correspond à environ une fin de semaine sur 2, une journée par semaine ou 4 journées par mois. On avait un échantillon total de 33 300 et des poussières par an, un petit peu plus de pères. La collecte s'est déroulée de mars à août 2022. Les répondants avaient la possibilité de remplir le questionnaire sur le web ou au téléphone avec une grande préférence pour le web. On a obtenu un taux de réponse pondéré total de 62 pour un grand total de 19 127 questionnaires remplis. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Quelques caractéristiques des parents pour commencer. Donc, notre population est composée de 53 de mères et de 47 de pères. Les pères sont relativement plus âgés que les mères. Donc, si on regarde par exemple la proportion de parents qui ont 50 ans et plus, la proportion est plus élevée chez les pères que chez les mères. Donc, 17 contre 8 et chez les parents qui sont âgés de moins de 30 ans, c'est le contraire. Donc, les mères sont plus nombreuses à avoir moins de 30 ans que les pères. Quelques caractéristiques socio-culturelles. Donc, 27 des parents sont nés à l'extérieur du Canada. Environ 7 parents sur 10 sont nés au Québec. Il y a 17 des parents qui n'ont pas le français comme langue le plus souvent parlée à la maison. Évidemment, cette proportion-là va être plus élevée chez les parents qui sont nés à l'extérieur du Québec que chez ceux qui sont nés au Québec. Pour ce qui est de la scolarité, les mères sont en général un petit peu plus scolarisées que les pères, donc la proportion de mères qui ont un diplôme universitaire est de 49 contre environ 42 chez les pères. Et les pères sont à 8 environ qui n'ont pas de diplôme, même pas un diplôme de niveau secondaire, contre environ 6 chez les mères. Quelques questions sur l'état de santé ont été posées aux parents. Donc, ce qu'on remarque par rapport à leur perception de leur état de santé, c'est 17 des parents qui considèrent leur santé comme étant excellente, alors que 11 des parents perçoivent leur état de santé comme étant passable ou mauvais. Il y a 19 des parents qui nous ont mentionné avoir un problème de santé, une maladie, une incapacité ou un trouble chronique. Et au total, c'est 13 des parents qui se disent limités, soit un peu, assez ou beaucoup, dans leur vie quotidienne ou dans leur rôle de parent par ce problème de santé. Aussi, on a 23 des parents qui ont mentionné avoir au moins un enfant qui a un problème de santé chronique, un trouble de développement, un trouble d'apprentissage, un trouble du comportement. Quelques caractéristiques des familles maintenant. Donc, type de famille, on constate que 73 des parents vivent dans une famille intacte, donc 2 parents avec des enfants qui sont issus de l'union actuelle uniquement. On a 17 des parents qui vivent dans une famille monoparentale et 10 dans une famille recomposée. Certains parents de famille recomposée ont ou pas des enfants qui sont issus de l'union actuelle.
Concernant le nombre d'enfants, donc on a 21 des enfants qui vivent avec des parents qui vivent avec 3 enfants ou plus. 34 donc environ le tiers des parents ont un seul enfant de 0 à 17 ans là, qui vivent avec eux 14 du temps dans le ménage. L'indicateur concernant l'âge des enfants, donc c'est un indicateur un petit peu plus complexe compte tenu qu'il dépend du nombre d'enfants dans le ménage. Donc, on s'est intéressé surtout à l'âge du plus jeune enfant dans la famille. Donc, c'est 42 qui ont au moins un tout petit de 0 à 5 ans à la maison. Leur plus jeune enfant est âgé entre 6 à 11 ans là, pour le tiers des parents et pour le quart des parents, ils n'ont que des adolescents à la maison. Parlons maintenant de la situation économique des familles. Donc, c'est 17 des parents qui vivent dans un ménage à faible revenu. Mon petit curseur s'est déplacé, désolé. 22 vivent dans un ménage qui est considéré à revenu élevé. On a aussi posé des questions là, aux parents là, pour savoir si par rapport aux revenus de leur conjoint, qui gagne plus, qui gagne moins. Et vous voyez un superbe graphique où on pourrait tracer un beau X. Donc, sans surprise, les mères estiment gagner moins que leur conjoint et les pères estiment avoir un revenu plus élevé que leur conjoint. Donc, c'est quand même un beau graphique illustré ici. On a aussi, on a la version plus objective, si on veut, de la situation économique. On a aussi demandé aux parents une question qui est plus subjective. Donc, on leur a demandé s'ils perçoivent le revenu comme suffisant pour répondre aux besoins de base de leur famille, là, par exemple le logement, l'habillement, le transport. Et c'est quand même 27 des parents qui ont mentionné percevoir le revenu comme étant insuffisant, très insuffisant ou insuffisant pour répondre aux besoins de base de leur famille. On peut penser que c'est juste des parents qui vivent dans des ménages à faible revenu, mais pas nécessairement. Il y a quand même 34 de ces parents-là, donc qui perçoivent leur revenu insuffisant, qui vivent dans un ménage à faible revenu. 45 vivent dans un ménage à revenu moyen faible et c'est quand même 21 qui vivent dans un ménage à revenu moyen élevé ou élevé. Dernier indicateur sur la situation économique, c'est le niveau d'endettement. On a demandé aux parents s'ils perçoivent leur famille comme étant endettée. Et c'est 10 des parents qui considèrent leur famille comme étant très endettée, 30 comme moyennement endettée et 20 donc un parent sur 5, considère leur famille comme n'étant pas du tout endettée. Expérience parentale, donc c'est le cœur de l'enquête. On commence par la satisfaction parentale qui en ressort comme étant très, 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 très forte. Donc, pour nos 8 thèmes là, de satisfaction parentale, là, on a des quasi-totalités des parents qui se disent très satisfaits comme parents. Donc, par exemple, 95 des parents vont mentionner être très satisfaits comme parents, 98 se disent heureux dans leur rôle parental, 97 se disent proches de leurs enfants, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu suffisamment de variabilité pour utiliser l'indicateur par la suite dans le rapport, tellement que les parents se sentent satisfaits de leur rôle de parent. Par contre, le rôle de parent peut être parfois stressant. Donc, on a une dizaine d'items sur le stress parental et, par exemple, il y a 61 des parents qui disent que prendre soin de leurs enfants leur demande parfois plus de temps ou d'énergie qu'ils ont à donner. 35 des parents vont mentionner qu'avoir des enfants leur laisse peu de temps ou de flexibilité dans la vie. Il y a même 17 des parents qui vont mentionner qu'avoir des enfants est la principale source de stress dans leur vie. Ça nous a permis de faire un indicateur avec ça, donc pour déterminer le niveau de stress parental, qui est un indicateur relatif. Donc, ce n'est pas un stress élevé ou faible, c'est vraiment par rapport aux autres parents. Donc, on est capable d'identifier les parents dont le stress parental est plus élevé que les autres et les parents dont le stress parental est plus faible par rapport à celui des autres. Quelques questions ont été posées aux parents aussi concernant les défis qui sont vécus par les parents. Premier défi qui vient en tête de liste, c'est l'utilisation des écrans. Donc, il y a 39 des parents qui ont mentionné difficile de gérer l'utilisation que leurs enfants font des écrans. Quelques autres défis ont été quand même mentionnés comme étant difficiles là, en proportion quand même importante. Donc, la discipline et l'encadrement, c'est 20 des parents qui ont mentionné que c'était difficile. Les habitudes de vie de leurs enfants, par exemple, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, 16 des parents. Et le suivi des apprentissages ou des travaux scolaires, 19 des parents ont mentionné que c'était difficile à gérer. Ça nous a permis de faire
encore une fois, un indicateur et on a comme résultat que 18% des parents ont une gestion parentale qu'on considère comme étant difficile, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné au moins 3 des 7 items là, comme étant difficiles à gérer. Le quotidien des parents peut être exigeant. On parle de manque de temps, de fatigue, entre autres choses. Donc, 4 items portant sur le sujet. Par exemple, on a la moitié des parents qui vont mentionner qu'ils ont l'impression souvent toujours de courir, souvent toujours pour faire ce qu'ils ont à faire. Le tiers des parents va mentionner que lorsqu'arrive l'heure du souper, ils sont physiquement épuisés, donc souvent toujours également. Il y a quand même une proportion aussi, là, un peu plus du tiers des parents qui vont dire qu'ils n'ont jamais ou rarement assez de temps pour eux. Et un parent sur 5 va mentionner qu'il a l'impression de manquer de temps assez souvent ou toujours là, par rapport à leurs enfants. L'indicateur qui en résulte est que 24% des parents, donc environ un parent sur 4, a un rythme de vie qu'on considère très exigeant, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné 3 ou 4 situations vécues fréquemment. Dernier indicateur central là, au niveau de l'expérience parentale, c'est la pression que s'imposent eux-mêmes les parents. Donc, près de la moitié des parents ont tendance à s'imposer souvent ou très souvent de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. C'est quand même 16% des parents qui disent s'en imposer très souvent. On va le voir un petit peu plus loin. On a posé des questions sur d'autres sources de pression et ce qu'on constate, c'est vraiment la principale source des parents, c'est les parents eux-mêmes. Emploi et conciliation, travail-famille. 90 des parents occupent un emploi au moment de l'enquête. Cette proportion est plus élevée chez les pères que chez les mères, donc 95% chez les pères, 86% chez les mères. Concernant les caractéristiques de l'emploi, pour ceux qui en occupent un, on voit que 14% des parents travaillent à leur compte, une proportion un petit peu plus élevée chez les pères que chez les mères. 29%, 30% presque a un horaire de travail atypique, c'est-à-dire travail de nuit, de fin de semaine, des horaires réguliers, de soir. Cette proportion-là est aussi plus élevée chez les pères que chez les mères. Et on a posé des questions sur le télétravail, là, qui est une barrière maintenant incontournable là, dans nos études sur le travail. Donc, 58% des parents ne faisaient aucun télétravail au moment de l'enquête, une proportion plus élevée chez les pères que chez les mères. Et 16% des parents travaillaient à temps plein au moment de l'enquête à la maison. Une proportion, cette fois, qui est plus élevée chez les mères que chez les pères. Pour ce qui est du nombre d'heures travaillées par semaine, ce qu'on voit, c'est que les mères travaillent en général un peu moins d'heures par semaine que les pères. Entre autres, pour ce qui est de la proportion des parents qui travaillent plus de 40 heures par semaine, là, qui est autour de 25-26 %, la proportion est plus élevée chez les pères que chez les mères, donc 36% contre 15%. À l'autre bout, ceux qui travaillent moins de 35 heures par semaine, donc 13% des parents, une proportion plus élevée cette fois chez les mères que chez les pères, donc 21% contre 5%. Quelques questions ont été posées aux parents sur l'utilisation de mesures de conciliation travail-famille. C'est 51% des parents qui nous ont mentionné utiliser l'horaire de travail flexible. 43% nous ont mentionné utiliser la banque de temps utilisable au besoin et environ un parent sur 5 nous a mentionné utiliser l'aménagement et la réduction du temps de travail. Au total, 34% des parents qui ont un emploi salarié ont utilisé 2 ou 3 mesures de conciliation travail-famille. Environ un autre tiers en a utilisé aucune et un autre tiers une seule. Ce qui nous amène au conflit travail-famille. Donc, on a posé 6 questions sur le conflit, donc l'impact, si on veut, du travail sur la famille, donc vraiment lié au manque de temps, au stress lié au travail qui empêche les parents de s'impliquer dans la vie familiale, de prendre du temps pour eux, etc. Donc, ce qui nous a permis de créer un indicateur du niveau de conflit travail-famille. Et les résultats montrent qu'environ un parent sur 5 a un niveau de conflit travail-famille considéré comme élevé. Évidemment, il y a des caractéristiques de l'emploi qui sont associées à cette proportion-là. Donc, les parents qui travaillent plus de 50 heures ou plus par semaine, ceux qui ont un horaire de travail atypique, ceux qui ne travaillent pas de la maison sur une base régulière et ceux qui n'utilisent aucune mesure de conciliation travail-famille sont plus susceptibles d'avoir un conflit travail-famille considéré comme élevé. Écran et parentalité.
Donc, on a vu tout à l'heure que c'était le défi mentionné en plus grande proportion comme étant difficile. Donc, c'est aussi une thématique incontournable maintenant. On voit que c'est difficile de gérer les écrans. On est allé un petit peu plus loin, on est allé un petit peu plus en détail. Donc, on a demandé quel aspect de la parentalité, de la gestion des écrans était difficile à gérer. Et la gestion du temps écran, là, c'est celle qui est ressortie comme étant la plus difficile. Donc, la moitié des parents ont mentionné que c'était difficile pour eux de gérer le temps écran de leurs enfants. Environ le tiers ont mentionné que c'était difficile pour eux de gérer les moments de la journée où leurs enfants peuvent utiliser les écrans. Un autre tiers environ ont mentionné que c'est difficile de gérer le type d'émission que peuvent regarder leurs enfants. Et un parent sur 4 environ ont mentionné que c'était difficile pour eux de gérer le type de jeu auquel leurs enfants peuvent jouer ou les applications qu'ils peuvent utiliser. Ce qui nous permet de créer un indicateur avec ces 4 items-là et environ un parent sur 4 a une gestion des écrans considérée comme difficile, très difficile, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné trouver difficile au moins la gestion d'au moins 3 ou des 4 items finalement dont on vient juste de parler. Il y a la gestion des écrans là, que les enfants utilisent, mais où il y a les parents aussi qui utilisent leurs écrans. Donc, on est allé s'intéresser à l'interférence des écrans dans la relation parent-enfant. Donc, on a posé 4 questions aux parents à savoir s'ils trouvent qu'ils utilisent trop leur cellulaire. Donc, c'est quand même 43% qui vont mentionner qu'ils utilisent trop leur cellulaire lorsqu'ils sont avec leurs enfants. Environ le tiers des parents vont dire que ça leur arrive de consulter leur téléphone alors qu'ils pourraient être en train de jouer avec leurs enfants. Le quart va mentionner qu'ils trouvent difficile de ne pas regarder leur cellulaire lorsqu'ils sont avec leurs enfants et environ 14% pensent à ce qu'ils pourraient faire avec leur cellulaire ou leurs messages, leurs notifications, encore là, lorsqu'ils sont avec leurs enfants. L'indicateur créé avec ces 4 items-là permettent de distinguer les parents qui ont une interférence élevée, donc 14% des parents, de ceux qui ont une interférence qu'on pourrait dire faible, donc c'est 68% des parents au total qui ont une interférence faible des écrans dans la relation parent-enfant. Enfin, pour ce qui est des écrans, on a posé quelques questions sur quelques énoncés en lien avec les répercussions des écrans sur le rôle de parent. Entre autres, ce qu'on voit, c'est que près de la moitié des parents, donc 47% des parents vont mentionner que les écrans ne facilitent pas leur rôle de parent. 35% vont mentionner que les écrans causent des tensions entre eux et leurs enfants. Il y a 16% des parents qui vont se sentir dépassés par les écrans ou les applications qu'utilisent leurs enfants. Mais il y a quand même 83% des parents en couple qui vont dire s'entendre avec leur conjoint sur la façon de gérer les écrans là, pour ce qui est auprès de leurs enfants. On ne sait pas ce qu'il y en est, la gestion entre parents, là, mais ça sera pour une autre enquête. Maintenant, relation coparentale en contexte conjugal. Donc, désolé, Maude, tu connais déjà le contenu, mais bon. Donc, on a 2 chapitres dans le rapport. Un qui porte sur la relation coparentale en contexte conjugal. Donc, si on est vraiment sur les parents qui ont au moins un enfant avec leur partenaire actuel, c'est-à-dire 78% des parents. Quelques questions leur ont été posées sur le soutien. Donc, ce qu'on voit, c'est que 69% des mères en couple se disent souvent toujours rassurées ou encouragées dans leur rôle de parent par leur conjoint. La proportion est un petit peu plus faible chez les pères, donc 66%. 69% des pères vont mentionner que leur conjoint leur donne souvent ou toujours de bonnes informations pour les aider dans leur rôle de parent. Cette fois, la proportion est plus faible chez les mères et environ 84% des parents disent s'entendre souvent ou toujours avec leur conjoint là, sur la façon d'intervenir auprès de leurs enfants. Au total, l'indicateur créé avec ces 3 systèmes-là montre que 52% des parents ont un soutien considéré comme élevé, c'est-à-dire qu'ils ont mentionné les 3 formes de soutien, là, souvent ou toujours. Cette proportion-là est un petit peu plus élevée chez les pères que chez les mères. 10%, 9% ont un soutien considéré comme faible. Cette fois, c'est les mères. Là, la proportion est un petit peu plus élevée que celle des pères. Les parents peuvent quand même se sentir critiqués. Donc, c'est environ 12% des pères qui se disent souvent ou toujours critiqués dans leur rôle de parent. Cette proportion-là est plus élevée chez les pères que chez les mères, donc 5% chez les mères. On a à peu près 27% des parents qui disent que leur conjoint ne les critique jamais. Cette proportion-là va être plus élevée cette fois chez les mères que chez les pères, donc 35% contre 18%.
Partage des tâches. Donc, on a posé plusieurs questions sur le partage des tâches, s'occuper de la discipline, reconduire les enfants à leurs activités, jouer avec les enfants, s'assurer qu'ils sont convenablement vêtus, participer aux rencontres, s'absenter ou aller chez le médecin lorsque les enfants sont malades, discuter avec eux, aider les enfants avec leurs devoirs. Donc, pour l'ensemble de ces responsabilités parentales, les mères, à chaque fois, vont être plus nombreuses que les pères à indiquer, les assumer plus souvent ou toujours, alors que les pères, de leur côté, vont être plus nombreux en proportion à mentionner que ces tâches-là sont partagées de façon égale ou presque, ou que c'est leur conjointe qui les assume plus souvent. Sans surprise, l'indicateur qui rassemble toutes ces responsabilités parentales-là vont montrer des résultats qui sont, comme je viens de le mentionner. Donc, les mères sont plus nombreuses en proportion que les pères à indiquer faire ces tâches, ces responsabilités-là plus souvent, alors que les pères sont plus susceptibles de mentionner qu'elles sont partagées également ou que c'est leur conjointe qui les fait plus souvent. On a aussi posé des questions sur le partage des tâches. Ce qu'on voit, c'est que les tâches comme préparer les repas, faire la vaisselle, laver les vêtements, faire le ménage, faire les courses, les achats ou s'occuper de la vie sociale, même résultat que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, les mères sont plus susceptibles que les pères de dire qu'elles les assument plus souvent, alors que les pères sont plus susceptibles de dire qu'elles sont partagées également ou assumées plus souvent par leur conjointe, alors que les tâches comme tenir les comptes ou payer les factures ou effectuer les travaux extérieurs, cette fois, c'est les pères qui vont mentionner les faire plus souvent. Au total, l'indicateur qui rassemble l'ensemble de ces tâches domestiques et ménagères nous donne des résultats similaires à ce qu'on a vu précédemment. Donc, les mères sont plus susceptibles que les pères de mentionner qu'elles les assument plus souvent, alors que les pères sont plus susceptibles que les mères de dire qu'elles sont partagées également ou que c'est leur conjointe qui les assume plus souvent. Maintenant, relation coparentale entre parents séparés. Cette fois, on va s'intéresser aux parents qui ont au moins un enfant issu d'une union antérieure. Donc, il y a des parents qui ont les deux, donc ils vont se retrouver dans les deux résultats. On est à peu près à 2,5 de parents dans les deux, qui se retrouvent dans les résultats des deux chapitres dont je parle présentement. Avant de rentrer dans les indicateurs, là, juste mentionner que la garde partagée, c'est la garde le plus répandue. Ici, on est sur la garde du plus jeune enfant. Là, comme je l'expliquais au début, sur l'âge des enfants, c'est assez complexe selon le nombre d'enfants qu'on a issus d'une union antérieure. Il y a 91 des parents qui ont plus d'un enfant issu d'une union antérieure qui ont la même garde pour l'ensemble de leurs enfants, ce qui donne quand même 9 des enfants qui n'ont pas la même garde là, pour leurs enfants. Donc, ce qui nous a poussé à aller sur la garde du plus jeune enfant. Et ça, ce que ça montre, c'est que 43 des parents dans cette situation-là vont avoir la garde partagée de leur plus jeune, 36 la garde à temps plein, 11 plus de 60 du temps et 10 moins de 40 du temps. Les contacts sont quand même relativement là, fréquents avec l'ex-conjoint. Donc, 60 des parents qui ont un enfant avec un ex-conjoint vont mentionner avoir des contacts tous les jours ou chaque semaine. Cette proportion-là va être plus élevée chez ceux qui ont une garde partagée, sans grande surprise. Il y a quand même 21 des parents qui mentionnent avoir des contacts peu fréquents, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine, voire jamais. Même item qu'on a vu tout à l'heure, donc au niveau du soutien, c'est 17 des parents. Tantôt, on a vu que c'est à peu près la moitié qui avait un soutien élevé. Cette fois, quand on parle du soutien de l'autre parent, pour ce qui est des parents séparés, c'est 17 qui ont un soutien élevé et 42 qui ont un soutien faible. 30 des parents environ vont se sentir quand même jamais critiqués par l'autre parent. Et il n'y a pas de différence homme-femme pour ce qui est du chapitre précédent, là, où on a vu une différence homme-femme au niveau de la proportion de parents qui se sentent souvent ou toujours critiqués. Ici, il n'y a pas de différence, dont 19 chez les pères, autant chez les pères que chez les mères.
partage des tâches, des résultats qui vont, en fait, partage des responsabilités parentales. Excusez-moi, on n'a pas posé de questions sur le partage des tâches. Évidemment, on n'est pas dans les tâches domestiques quand on est avec un parent séparé. Donc, pour ce qui est des responsabilités parentales, c'est des résultats qui vont tout à fait dans le même sens que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, les mères, pour chacune de ces responsabilités-là, sont plus susceptibles que les pères de mentionner les assumer souvent, le plus souvent ou toujours, alors que les pères sont plus susceptibles de dire qu'elles sont partagées également ou assumées plus souvent par l'autre parent. Même chose ici là, pour ce qui est de l'indicateur là, qui rassemble toutes ces responsabilités parentales. Ce qui nous amène au soutien social et à la pression sociale. Donc, avant d'embarquer dans est-ce que les parents ont du soutien, voyons voir est-ce que les parents ont besoin de soutien. Donc, c'est environ un parent sur 4 qui a mentionné avoir eu besoin là, quelques fois par mois ou plus de soutien émotif, de soutien pour certaines tâches comme les repas, le ménage, les courses, et aussi pour de l'aide là, pour s'occuper des enfants. Ce qui fait au total que 9 des parents ont un besoin de soutien qui est considéré comme élevé. Donc, les parents vont avoir mentionné là, pour les 3 types de besoins là, à l'étude, là, en avoir eu besoin quelques fois par mois ou plus au cours des 12 derniers mois, au cours des 12 mois précédant l'enquête. Est-ce que les parents maintenant peuvent compter sur leur entourage en cas de besoin? Ce qu'on a vu, c'est que la moitié des parents environ peuvent souvent ou toujours compter sur leurs propres parents lorsque leur famille a besoin d'aide. 33 peuvent compter sur les parents de leur partenaire, évidemment pour ceux qui en ont un. 31 vont dire pouvoir souvent toujours compter sur les autres membres de leur famille. Le quart des parents va mentionner pouvoir fréquemment compter sur leurs amis ou leurs collègues. Et enfin, 12 des parents vont dire pouvoir fréquemment compter sur les gens du voisinage. Au total, 24 des parents ont un entourage qu'on considère comme très disponible en cas de besoin, c'est-à-dire que les parents peuvent compter souvent ou toujours sur au moins 3 des 5 sources à l'étude. Et c'est environ le tiers des parents là, qui ont un entourage considéré comme peu disponible, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune source de soutien fréquemment disponible. Donc, peut-être parfois là, pour certaines sources, mais ils n'ont pas mentionné souvent ou toujours pour aucune de ces 5 sources-là. On a aussi demandé aux parents s'ils se sentent soutenus dans les moments difficiles, donc quand ils n'en peuvent plus finalement. C'est la moitié des parents qui se sentent souvent toujours soutenus par leur entourage quand ils n'en peuvent plus. 26 se sentent jamais ou rarement soutenus dans des moments difficiles. On a vu tout à l'heure, les parents, c'est leur principale source de pression. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant des autres sources de pression potentielles? Donc, 17 des parents vont mentionner ressentir souvent ou très souvent de la pression des membres de la famille. 12 vont ressentir fréquemment de la pression des médias ou des médias sociaux. Les amis ou collègues, c'est 7 des parents. Même chose, une proportion similaire pour ce qui est du personnel éducateur, des enseignants. Et il y a une faible proportion, donc 4,4 des parents qui vont dire ressentir la pression des intervenants sociaux, des professionnels de la santé, cette catégorie de professionnels. Au total, 10 des parents vont ressentir fréquemment de la pression d'au moins 2 sources et 68 des parents ne ressentent de la pression fréquente d'aucune de ces 5 sources-là. Milieu de vie et services. Donc, on a posé quelques questions sur la perception qu'ont les parents de leur milieu de vie, vraiment au niveau de logement, quartier. Et on peut dire qu'en général, la majorité des parents ont une perception quand même relativement positive de la qualité de leur milieu de vie. Par exemple, on considère 77 des parents considèrent leur situation comme étant bonne, plutôt bonne, en ce qui concerne la taille du domicile, des proportions là, qui avoisinent vraiment là, 8 parents sur 10, 9 parents sur 10, là, taille du domicile, le bruit, les relations avec le voisinage, la qualité de l'air, la sécurité du quartier, la présence de parcs, la proximité des services. Donc, quand même, en général, une perception positive de la qualité du milieu de vie. L'indicateur nous donne 13 de parents qui ont une perception peu positive de leur milieu de vie. Une relation peu positive, c'est 4 aspects ou plus. Donc, parmi ceux-ci que vous voyez à l'écran, donc, qui ont été mentionnés comme étant leur situation comme étant mauvaise, très mauvaise ou moyenne.
Donc, voilà pour le milieu de vie des parents. Maintenant, on a posé quelques questions sur la fréquentation par les parents et ou les membres de la famille là, de certains services. Donc, ce qu'on voit, c'est que 42 des parents ou leur famille là, fréquentent des parcs publics ou des espaces verts, espaces naturels là, sur une base quotidienne. C'est 31 des parents et leurs familles là, qui fréquentent sur une base quotidienne des arénas ou des terrains de sport, 20 des piscines, pataugeoires, jeux d'eau publics et environ 8 des parents et leurs familles fréquentent à chaque semaine, au moins une fois par semaine, une bibliothèque. Pour ce qui est des organismes qui offrent des services aux familles, donc 14 des parents ou leurs familles ont fréquenté un organisme communautaire famille ou une maison des familles au cours des 12 mois précédant l'enquête, donc au moins une fois, au moins quelques fois dans l'année. 35 pour les centres de loisirs ou les centres communautaires et 37 pour les clubs ou les associations sportives. Donc, juste petite précision, dans le fond, les parents et leurs familles là, qui fréquentent les organismes communautaires familles ou maisons des familles, là, cette proportion-là va être plus élevée lorsque les deux parents sont nés à l'extérieur du Canada, lorsque les parents n'ont pas de diplôme, ceux qui vivent avec au moins un tout petit de 0 à 5 ans, ceux qui vivent dans un ménage à faible revenu, ceux qui vivent dans la région métropolitaine de Montréal et ceux qui habitent dans un secteur défavorisé, très défavorisé sur le plan matériel et social. Quelques questions ont été posées aussi sur les services de soutien à la parentalité. Donc, on a 19 des parents qui ont participé à des ateliers, des conférences, des cours pour les parents au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. 13 ont utilisé des services de consultation, que ce soit individuel, conjugal ou familial. 6 des parents ont participé à des groupes de soutien pour les parents. 3,1 ont utilisé des services de soutien téléphonique et 2,7 ont utilisé des services de répit, là, comme par exemple les aides à domicile, de l'aide à domicile ou des haltes répit. Au total, environ 71 des parents n'ont utilisé aucun de ces 5 types de services de soutien à la parentalité. Toutefois, parmi eux, il y a quand même 15 des parents qui ont mentionné qu'ils en auraient eu besoin. Cette proportion-là est plus élevée chez les pères, chez les parents nés à l'extérieur du Canada, chez les parents de familles monoparentales, chez les parents dont l'enfant le plus jeune est un tout petit et chez les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu. Comme raison mentionnée là, pour ne pas avoir utilisé les services malgré qu'ils en auraient eu besoin, là, on note entre autres le manque de connaissances sur les services disponibles et le manque de temps. Il y a eu aussi quelques parents qui ont mentionné que le coût était trop élevé, que les horaires ne convenaient pas ou d'autres raisons. L'aide alimentaire et matérielle, un sujet quand même d'actualité. Donc, c'est 5 des parents qui ont mentionné que leur famille a utilisé les services d'une banque alimentaire au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête et 4,1 des parents ont mentionné que leur famille a utilisé des services d'une banque de vêtements ou d'autres aides matérielles. C'est donc un total de 7 des parents pour qui la famille a utilisé au moins un de ces deux types d'aide alimentaire ou matérielle, une proportion qui est plus élevée lorsque les deux parents ou le parent seul, dans le cas des familles monoparentales, sont nés à l'extérieur du Canada, lorsque les deux parents ou le parent seul n'a aucun diplôme, chez les parents de famille monoparentale, ainsi que chez les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu. Ce qui m'amène à la synthèse. J'ai encore du temps, Simon? Yes. Parfait. Donc, ce qui me permet de faire une petite synthèse. Donc, ce qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'on a croisé tous les beaux indicateurs dont je viens de vous parler par plusieurs caractéristiques sociodémographiques. Vous ne voyez rien, ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, on a d'abord croisé évidemment l'ensemble des résultats-là pour savoir s'il y avait des différences entre les pères et les mères. Et donc, ce qu'on voit,
c'est que les mères ont globalement une expérience parentale qu'on pourrait dire plus difficile, c'est-à-dire qu'elles sont plus susceptibles de vivre plus de stress parental, d'avoir une gestion parentale plus difficile, d'avoir un rythme de la vie quotidien exigeant et de s'imposer plus souvent de la pression. Elles sont aussi plus susceptibles que les pères d'avoir un niveau de conflit travail-famille élevé et d'avoir une gestion parentale qui est considérée comme difficile. Au niveau de la relation coparentale en contexte conjugal, les mères disent bénéficier quand même plus de soutien que les pères, se sentent moins critiquées par leur conjoint, mais vont mentionner, assumer, on l'a vu suffisamment tantôt, donc plus souvent les tâches que les pères et les responsabilités parentales. Réseau social des parents, c'est quand même intéressant. Donc, les mères vont mentionner avoir un plus grand besoin de soutien. Par contre, elles vont mentionner en plus grande proportion que les pères pouvoir compter sur leur entourage en cas de besoin. Et elles sont plus susceptibles de mentionner vivre plus de sources de pression sociale. Donc, quand même des résultats intéressants au niveau des pères et des mères. On a aussi fait l'exercice au niveau de certains indicateurs liés à la situation économique. Donc, on a croisé différents indicateurs là, du vécu des parents par deux indicateurs. Donc, le fait de vivre dans un ménage à faible revenu et le fait de percevoir ses revenus comme insuffisants. Donc, la version un petit peu plus objective, version un petit peu plus subjective. Et dans certains cas, ça va dans le même sens. Dans d'autres, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des disparités là, selon l'indicateur retenu. Donc, percevoir ces revenus comme étant insuffisants, donc on a vu que ce n'était pas nécessairement juste des parents qui perçoivent, qui vivent dans un ménage à faible revenu, donc c'est vraiment le fait de trouver ces revenus insuffisants. Donc, on voit là que c'est associé à une expérience parentale plus difficile là, pour nos 4 indicateurs que sont le stress, la gestion parentale, le rythme de la vie quotidienne et le fait de s'imposer de la pression. Alors que chez les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu, même chose au niveau du stress, mais par contre, les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu sont moins susceptibles que ceux qui vivent dans un ménage mieux nanti à avoir un rythme de vie quotidienne très exigeant ou à s'imposer très souvent de la pression. Pour ce qui est de la conciliation travail-famille, les résultats vont dans le même sens, donc proportion plus élevée chez les parents qui vivent dans un ménage avec le revenu et chez les parents qui perçoivent le revenu comme insuffisant par rapport aux autres catégories de chacun de ces indicateurs-là. Ce qui peut être intéressant aussi au niveau de la gestion des écrans. Donc, les parents qui vivent dans un ménage à faible revenu là, sont moins susceptibles que les ménages mieux nantis à trouver difficile de gérer les écrans et avoir une interférence des écrans, là, dans le fond, à être très distraits par leurs écrans. Donc, c'est plus les parents qui vivent dans des ménages mieux nantis là, qui ont une gestion parentale des écrans, une gestion des écrans difficile ou qui a une interférence plus élevée. Au niveau du réseau social, donc des résultats qui vont quand même dans le même sens. Donc, c'est des parents qui vont mentionner avoir un besoin de soutien un peu plus élevé, mais avoir un entourage moins disponible en cas de besoin et des parents qui se sentent moins bien soutenus là, dans des moments difficiles. Et dans les deux cas, ces parents-là vont être plus susceptibles que les autres de dire que leur milieu de vie est de moindre qualité. Enfin, pour ce qui est des groupes de parents, on a regardé aussi les parents qui sont nés à l'extérieur du Canada, les parents qui n'ont pas de diplôme par rapport aux parents plus scolarisés. Et ce qui est intéressant de voir aussi par rapport à l'état de santé, donc on a vu que quand même un parent sur 10 se percevait en moins bonne santé et on voit que c'est associé à tous nos indicateurs clés. Là, on voit des petits plus un petit peu partout, donc que ce soit au niveau d'une expérience parentale plus difficile, conflit travail-famille, gestion des écrans, réseau social, milieu de vie, donc se percevoir en moins bonne santé, c'est ça. Après ça, parents qui sont nés à l'extérieur du Canada, donc des parents qui sont un peu plus stressés que les parents qui sont nés au Canada. Par contre, une gestion parentale moins difficile, un rythme de vie moins exigeant et des parents qui s'imposent aussi moins de pression. Et par rapport aux parents qui sont nés à l'extérieur du Canada, ce qui est intéressant, sans grande surprise, ça va être au niveau du réseau social. Donc, des parents qui ont un besoin de soutien plus élevé, mais un entourage qui est moins disponible et moins soutenant dans des moments difficiles. Par contre, moins de réseau signifie aussi souvent moins de pression. Donc, effectivement, c'est des parents qui vont s'imposer moins de pression, qui vont ressentir moins de pression sociale et vont avoir une perception un peu moins positive aussi de la qualité de leur milieu de vie.
Intéressant au niveau du diplôme, quand même, des parents qui n'ont aucun diplôme là, par rapport aux parents plus scolarisés, entre autres ceux qui ont un diplôme de niveau collégial et universitaire. Donc, pas de différence au niveau du stress parental, mais par contre, sont moins susceptibles d'avoir une gestion parentale difficile, d'avoir un rythme de vie exigeant et de s'imposer très souvent de la pression. Également, un peu comme on l'a vu par rapport à la mesure de faible revenu, ces parents-là sont moins susceptibles que les parents plus scolarisés à être très distraits par leurs écrans lorsqu'ils sont avec leurs enfants et avoir une gestion parentale qui est considérée comme très difficile. Même chose, perception de la qualité de vie. Donc, les parents qui sont moins scolarisés sont plus susceptibles que ceux qui sont plus scolarisés là, de percevoir de façon un peu moins positive la qualité de leur milieu de vie. Dernière caractéristique, c'est le fait de vivre avec au moins un tout petit. Donc, ces parents-là, par rapport à ceux, entre autres, qui ont que des adolescents à la maison, donc, vont avoir un niveau de stress parental un petit peu plus élevé. Par contre, une gestion parentale moins difficile, là, c'est normal. Là, on était plus dans des items qui étaient devoirs, relations, discussions, discipline, etc. Donc, c'est normal. Par contre, rythme de vie plus exigeant et il s'impose plus de pression comme parent. Il y a une gestion parentale, une gestion des écrans moins difficile. Par contre, une plus grande interférence des écrans dans la relation parent-enfant chez les parents de tout petits que chez les parents d'adolescents. C'est à savoir si c'est parce que les parents d'adolescents ne passent pas de temps avec leurs enfants. L'histoire ne nous le dit pas. J'ai des adolescentes en passant, fait que je m'auto-juge. Réseau social des parents, donc, bonne nouvelle, les parents d'enfants qui ont des tout-petits vont avoir un besoin de soutien plus élevé. 5 minutes? Hey, c'est parfait. Donc, les parents qui ont des tout-petits, besoin de soutien plus élevé, par contre, sont plus susceptibles d'avoir un entourage très disponible en cas de besoin et se sentent mieux soutenus par leur entourage dans des moments difficiles. Je conclue avec cette fois, donc on avait nos 4 indicateurs clés de l'expérience parentale qui sont le stress, la gestion parentale, difficile, le rythme de la vie quotidienne très exigeant et le fait de s'imposer nous-mêmes de la pression. Et on a croisé tout au long du rapport, à la fin de chacun des chapitres, les principaux indicateurs clés là, au niveau de la conciliation travail-famille, de l'utilisation des écrans, de la relation coparentale, du soutien social, milieu de vie, donc avec ces 4 indicateurs-là. Et ce qu'on voit, en gros, c'est que le fait d'avoir un niveau de conflit travail-famille comme élevé, donc ces parents-là sont plus susceptibles d'avoir une expérience parentale difficile. Donc, encore une fois, niveau de stress parental plus élevé, gestion parentale plus difficile, rythme de vie quotidienne plus exigeant et le fait de s'imposer très souvent de la pression. Même chose, là, une expérience parentale plus difficile lorsque l'interférence des écrans dans la relation parent-enfant est considérée comme élevée et lorsque la gestion des écrans est difficile. Au niveau de la relation coparentale en contexte conjugal, chez les hommes comme chez les femmes, donc le fait d'être moins bien soutenu, le fait de se sentir souvent critiqué, souvent toujours critiqué par le conjoint et le fait de dire qu'on assume plus souvent les tâches vont être associés à une expérience parentale plus difficile. Là où il y a une plus grande différence entre les pères et les mères, c'est vraiment au niveau du partage des tâches ménagères et domestiques. Donc, il n'y a que les femmes là, où on retrouve des différences significatives à cet égard-là. Donc, les mères qui disent assumer plus souvent les tâches ménagères et domestiques là, sont plus susceptibles d'avoir une expérience qui est difficile, alors que les pères, ça ne fait pas de différence. Enfin, réseau social des parents, donc le fait d'avoir un besoin plus élevé de soutien, mais d'être moins bien soutenu par l'entourage en cas de besoin et de ressentir plus de pression et va être associé à une expérience parentale plus difficile. Même chose du côté du fait de percevoir son milieu de vie comme étant de moindre qualité, donc associé aussi à une expérience parentale plus difficile. Pour en savoir plus, donc, vous avez le rapport de l'enquête. Sur notre site aussi, vous avez une série de faits saillants, fiches d'enquête pour ceux qui sont intéressés plus aux paramètres méthodologiques ou éventuellement à aller exploiter les données. On a le rapport méthodologique pour les courageux et on a aussi une page web là, qui est vraiment spécialisée sur la parentalité à l'heure du numérique où on a croisé certains indicateurs sur les écrans en lien avec l'âge du plus jeune enfant dans la famille. Suivez-nous.
statistique.québec.ca.